L'actu Gemini 3. Ah non, c'est pas ça que je devais dire. L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux vendredi 19 novembre sur Renaud Décote, c'est maintenant. Pensez à bien vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche pour ne pas louper les dingueries de l'IA. Et aujourd'hui, 19 novembre, lendemain de la sortie de Gemini 3 et de plein d'autres trucs, on est à la croisée des chemins, il se passe plein de choses. Voilà les actus du jour avec à la une, oui, ça y est, il est là, il est beau, il est plus intelligent que tous les autres. Mince alors, Gemini 3 Pro est sorti, c'est parti, et les autres actus bien sûr juste derrière. On y va. Un nouveau modèle plus intelligent. C'est des guillemets, pas des petits lapins. Gemini 3 Pro est le nouveau modèle de chez Google. Donc ça y est, il est sorti hier soir et il est sorti absolument partout. Il est disponible sur gemini.google.com, bien entendu. Vous avez la petite option à choisir ici qui est raisonnement et vous allez avoir le Gemini 3 Pro. Il est disponible également sur Google en AI mode, le truc qu'on n'a pas en France parce qu'on est encore à l'âge de pierre de l'ancien moteur de recherche de Google, mais ça fait mal. Il est également disponible sur les plateformes AI Studio de chez Google si vous voulez trifouiller dedans, sur Vertex, sur les services, etc., sur les applications Google, sur tout l'écosystème Google. Gemini 3 Pro vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Est-ce qu'il est game changer? La réponse est oui, il est nettement plus intelligent. Je sais que vous allez m'engueuler parce que j'ai employé le mot intelligent, j'ai mis des petits crochets, des petits lapins, des petits guillemets autour de ça, mais vous avez compris le truc. Oui, il est plus capable, il est plus intelligent, il réfléchit mieux, assez vite, il est beaucoup plus capable en agentique, c'est-à-dire que pendant qu'il vous répond, il est capable de se challenger lui-même, d'aller chercher des infos ici, et puis de les recroiser avec d'autres, et puis de se demander si avant vous n'avez pas parlé d'un autre truc, etc. Il est plus intelligent. Il est plus intelligent, c'est tout. Et il plie le game sur notamment les benchmarks. Alors les benchmarks, ça vaut ce que ça vaut, mais ouais, les classements de tests de différentes IA sur la partie est-ce que tu raisonnes bien de façon classique avec nous, etc. Il obtient des scores qui sont très très supérieurs aux autres, à GPT 5.1 qui vient pourtant de sortir, à Claude Sonnet 4.5 qui est une référence d'intelligence, de niveau d'intelligence dans l'IA. Il est nettement au-dessus. Sur le benchmark Diamond qui vise à juger si les IA ont un niveau doctorant, tu vois, expert d'un truc, qui fait des recherches et tout ça, machin, scientifique et tout le bastringue, il plie le game également nettement au-dessus. Sur plein d'autres benchmarks, je vais pas tous vous les passer. Celui-là est le plus impressionnant sur tout ce qui est multimodal, et je vais vous en reparler après. Il plie le game sur Arc AGI, c'est un peu l'équivalent du QI pour les IA. Alors le QI pour les humains, déjà, c'est discutable. Le QI pour les IA, c'est également le cas. Mais bon, Arc AGI a son benchmark. Et là aussi, ça plie totalement les concurrents directs qui sont sortis il y a quelques jours, quelques semaines. Beaucoup plus intelligents. J'ai pas d'autre mot que ça. En plus, ce modèle Gemini 3, bah, il est dans l'écosystème Google. C'est-à-dire qu'il est fermé à tout ce qui n'est pas Google. Ah, ça, c'est embêtant. Mais il est ouvert, plus qu'ouvert, intégré totalement à tout l'écosystème Google. Vous allez le retrouver partout et ça peut avoir des ponts, des passerelles avec tout le reste, avec vos outils. Vous lui demandez de faire des slides, il vous fait des Google Slides magnifiques. Vous lui demandez de faire des docs, de bosser sur Google Sheet, de regarder vos mails, votre agenda Google, etc. C'est absolument dingo. Intelligence plus accès à tout ça. Le truc est absolument malade. Et le troisième point important, c'est le côté multimodal, puisque oui, Gemini 3 est multimodal natif. Il est capable de faire de la vidéo, du son, de l'image fixe, de la vidéo, et de faire ça dans un sens ou dans un autre. Alors on peut se dire, bah oui, il y en a d'autres des IA qui savent faire des images. Non, là il est multimodal natif. On l'a testé ensemble sur Renaud Décode. Vous pourrez le tester de votre côté. Vous lui mettez une vidéo, il sait ce qu'il y a dans la vidéo, il sait ce qui est écrit dans la vidéo, il sait comment vous étiez habillé. Du coup, vous pouvez lui demander de faire un résumé, puis une image illustrant ça, puis de vous faire des slides dans Google Slides. Bref, il comprend tout, peu importe le mode de contenu que vous utilisez. Bref, entre ce mode donc de réflexion plus intelligent, avec le multimodal, avec l'écosystème Google, Gemini vient de reprendre une place de leader technologique digital mondial sur l'intelligence artificielle. Rendez-vous compte de cette boîte gigantesque, une boîte de 20 personnes, c'est dur à lui donner de l'agilité. Google a vu arriver il y a 3 ans ChatGPT, puis
Claude d'Anthropic, et s'est dit mince, c'est tout notre business qui s'en va parce que les gens vont utiliser l'IA plutôt que notre web dans lequel on est champion, nous, chez Google. Bah ça y est, il aura fallu 3 ans seulement pour reprendre un leadership aussi sur ce domaine de l'IA. Les autres vont avoir du mal à arriver au niveau. Gemini 3.2 les surclasse. Un point, c'est tout. Ça reste du Google. Si on veut pas de fil à la patte, si on veut pas de géant du numérique, bah, il reste des locales open source françaises ou chinoises. Bon, bref, c'est un autre débat. En tout cas, Google vient de reprendre sa place de number one, prendre sa place de number one sur ce marché de l'IA. C'est incontestable. Alors, en usage grand public, la messe n'est pas tout à fait dite, je vais vous donner une autre actu juste derrière, mais ChatGPT, GPT 5.1 est sorti il y a quelques jours, et lui, il a misé plutôt sur le fait de personnaliser le ton, de super bien gérer la mémoire de nos anciennes conversations, et puis ChatGPT a plein de fonctionnalités, le mode projet, la mémoire, la personnalisation, tout le reste, que Gemini n'a pas dans son interface web de chatbot. Donc en termes de chatbot usage grand public, ok, est-ce que le grand public va vouloir bosser avec un truc plus intelligent mais moins équipé fonctionnellement, ou plutôt bosser encore avec GPT? Bon, c'est pas enterré pour OpenAI, mais la bataille est raide, dure, sévère. En parallèle de ça, les amis, y a un endroit où Gemini 3 va aussi se trouver, c'est là-dedans. Ça, c'est Google Anti-Gravity. Alors, je vous en parle aussi parce que c'est sorti en même temps. Ça, c'est un éditeur de code. Est-ce que j'ai un écran qui vous le montre? Voilà, un éditeur de code. C'est pour les développeurs. Attendez, ne fuyez pas tout de suite. J'arrive. Ça, c'est pour les développeurs. Ça s'appelle un IDE, donc c'est un éditeur. Vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Alors, ça va peut-être pas durer. Il est gratuit pour l'instant sur toutes les plateformes. Vous pouvez aller sur antigravity.google. Non, tout simple, antigravity.google. Il n'y a pas d'autre point après. Vous allez là-dessus, vous pouvez télécharger cet éditeur de code qui pulvérise aussi la concurrence. Tous les développeurs connaissent Visual Studio Code, VS Code, Cursor 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui de plus en plus intègre l'IA dans un éditeur de code. T'es codeur, t'es développeur, tu fais tout ça dans ces logiciels-là, ces éditeurs de code, tu vas faire ton code, machin, et de plus en plus, ça intègre l'IA. On peut l'appeler pour nous donner des coups de main. Là, Antigravity, c'est un nouvel éditeur de code, un marché sur lequel Google n'était pas vraiment. Il se déboule là-dedans, il plie complètement le game parce que cet éditeur de code, il y a les agents Gemini 3 qui sont dedans et qui bossent avec vous. C'est intégré au niveau de l'éditeur. Ça peut faire comme si ça bossait avec vous, à votre place, comme vous, dans l'éditeur. C'est pas juste des trucs qu'on récupère, c'est ça bosse avec vous. Et il faut le tester. Si vous êtes codeur, développeur, vous allez tester ça. C'est aussi un banger. Bref, Google vient de faire, bloom, un gros step-up sur l'ensemble du marché, des marchés essentiels de l'IA. Et c'est absolument dingue. On a fait explications détaillées, démos, tutos, tests ensemble, les amis, sur Renaud Décode. Vous retrouverez la vidéo sur YouTube, mais allez voir ce truc. Les autres sont pas morts, mais ils viennent de prendre un sale coup. Un surtout, qui va peut-être pas s'en relever, mais qui continue les promesses. On en parle dans l'actu suivante, c'est juste maintenant. Oui, parce que c'est dingue ce qui s'est passé. ChatGPT 5.1 est sorti, il faisait des avancées très attendues du côté de la personnalisation et de la qualité de réponse, l'expérience utilisateur qu'on avait avec GPT 5.1. C'était son talon d'Achille. Maintenant, il est beaucoup plus adapté à ce qu'on fait avec lui comme IA de tous les jours. Juste après, quelques jours après, est sorti, là, hier, Grok 4.1, la nouvelle version de Grok 4.1, qui est pour le coup ultra empathique. GPT est sorti avec un truc qui me correspond mieux en tant qu'expérience utilisateur. Eh bien, Elon Musk a sorti, c'est pas lui tout seul, Grok 4.1, qui est beaucoup plus empathique. Alors clairement, ça fait une croix un peu sur la véracité des choses, sur le sérieux et tout ça. Mais c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus friendly, il nous dit qu'on a raison, on peut faire des blagounettes un peu limite, tout ça, machin. C'est le côté ludique, le côté... j'ai pas de référence, mais voilà, le côté pimpin de l'intelligence artificielle, Grok 4.1, qui, si sur les benchmarks, reste encore derrière les autres, on va se retrouver avec ce genre de choses du côté de LM Arena, qui est un board, qui est un truc qui compare les différentes IA en vous faisant faire des tests à l'aveugle, et vous voyez qu'il y avait les familles sérieuses, Claude, alors les versions 5.1 de ChatGPT sont pas dans le classement. Donc on ne sait pas où elles se situeraient, mais à mon avis,
par là. Voilà, je bouge ma souris très vite. Mais en tout cas, pour la partie texte, bon, pour les autres parties, il n'y a pas de grok dedans. Mais voyez ce grok 4.1 qui existe donc en deux versions, Thinking qui réfléchit, rock'n'roll la réflexion, et grok 4.1 qui réfléchit pas. Nom de code Hanouna, je ne sais pas. Bref, pardon pour cette sortie bizarre. Donc, est passé devant Gemini 2.5 Pro, qui jusqu'à hier était le modèle leader du truc. Devant Claude 4.5, qui sont des modèles sérieux, qui réfléchissent, qui analysent les trucs. Et ben 4.1, beaucoup plus empathique, et ça plaît aux gens. Ils adorent aller là-dessus. Alors certes, il y a une petite notion de servilité, ça devient notre copain, voire notre petit ami. Bon, ça peut être ludique aussi. Il y a un peu de tromperie et de choses pas correctes. Et ça peut faire scandale, notamment dans les sphères politiques, de dire il a dit ça sur tel président, tel machin. Bon, bref, bon, c'est grog, quoi. C'est grog, il s'amuse, il rigole, mais en tout cas, il est arrivé devant tout le monde en termes de ressenti, de performance ressentie, pas au niveau de la vraie performance. Et puis, juste après, est sorti celui dont on parlait tout à l'heure, Gemini 3 Pro, quelques heures après, bloom, devant au classement du ressenti des gens, alors que Gemini 3 Pro, lui, c'est une IA maintenant qui est beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus intelligente, entre guillemets. L'humanité est à la croisée des chemins de ce qu'on utilisera pour nous accompagner dans la vie de tous les jours. Et ce sera notre compagnon bon partout, voilà, à notre service à la OpenAI ChatGPT. Est-ce que ce sera le truc ludique qui nous fait passer des bons moments à la Grok? Est-ce que ce sera le truc qui va nous rendre plus intelligents et qui est sérieux à la Gemini 3 ou à la Claude? Bah écoutez, on verra bien. En tout cas, Elon Musk nous a fait sa super sortie en nous disant Grok 4.1 est là. Alors, je sais pas si j'ai le post, non, je l'ai pas. Le tweet, bien sûr, le X, comment on dit? Le tweet d'Elon Musk qui nous a dit, bougez pas, dans quelques mois à peine, au premier trimestre 2026, il y a Grok 5 qui sort. Version majeure de Grok 5. Bougez pas, ça arrive dans quelques temps. Alors, se dire, je viens de sortir Grok 4.1, il a été quelques heures, certes, mais quand même, numéro 1 des petits classements comparatifs dans lequel il n'y avait pas 5.1 et en même temps juste après nous dire bougez pas, c'est juste intermédiaire, il y a Grok 5 qui arrive le trimestre prochain. Faut se méfier parce qu'avec Elon Musk sur les délais c'est souvent plus long que ce qu'on imaginait, mais en tout cas ça va arriver vite selon Elon, et il a l'habitude de tenir ce qu'il dit même si c'est plus tard. Lui il devrait être proche de l'AGI. Bon, Elon Musk fait peut-être un peu de provoque en nous disant qu'on arrive à de la quasi-conscience de l'intelligence artificielle. Bref, aujourd'hui, c'est croiser des chemins entre OpenAI, Grok et surtout Gemini 3. Que va devenir l'humanité qui va bosser avec l'IA? Tout ça sont quand même des géants du numérique. Il y a peut-être une autre voie ailleurs, et peut-être qu'en tout cas, les marchés sont en train de réfléchir à ce que pourrait être le futur de l'IA et de l'humanité, de la tech demain. On verra, en tout cas, ça bouge énormément dans tout ça. On va suivre tout absolument de très près, et vous n'hésiterez pas à parcourir et à venir régulièrement sur renault-descodes.fr où on s'échange tous nos retours d'expérience là-dessus. On a bien besoin de le faire ensemble, tout ça. Et dans le même temps, les amis, la bulle de l'intelligence artificielle est un petit peu secouée. Faut pas trop secouer les bulles, parce qu'à un moment, c'est fragile quand même. Bon, la bulle de l'intelligence artificielle continue de frissonner, voire d'être bien agitée. Il y a plein de modèles qui sortent, il y a eu des fuites de ces modèles-là, on s'est dit, ça y est, les géants du numérique à la Google viennent de sortir Gemini 3, et ils ont réussi, on le pensait pas, un géant comme Google a réussi à se réadapter, mais en fait, faut pas miser, faut peut-être pas, certains se disent ça, miser sur les petits qui disruptent le marché, les Anthropic, les OpenAI, les Perplexity. Peut-être que finalement, au bout d'un moment, les géants sont capables maintenant, les géants du numérique, de s'adapter et de nous sortir des Gemini 3, alors que c'est des anciens de la préhistoire. Ils se réinventent totalement, et du coup, peut-être que ça va effacer des OpenAI qui n'est pas rentable, qui maîtrise pas toute sa chaîne, alors que Google, oui, en plus, a un écosystème de dingue, des datas qu'il collectionne depuis 20 piges. Bref, le marché de l'intelligence artificielle, notamment en bourse, s'agite complètement. À ça, il y a quand même des déclencheurs. Je vous ai parlé il y a quelques jours de SoftBank, le plus gros investisseur, il est japonais, plus gros investisseur mondial dans la tech, un fonds d'investissement absolument dingue, qui avait retiré ses billes de Nvidia. Et bien là, ces jours-ci, c'est Peter Thiel, c'est un des
pape de la Silicon Valley. Bon, je rentre pas dans les détails. Peter Thiel est très 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 influent, très 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 connu. Il a revendu toutes ses actions à Nvidia. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde va tourner autour de Nvidia? Peut-être pas. Si on veut parier sur du Google, si on veut parier sur Microsoft, qui va peut-être finir par inverser la tendance, les géants historiques, Apple, pourquoi pas, peut-être que c'est sur eux qu'il faut miser et pas sur des intermédiaires ou des fournisseurs. En tout cas, Peter Thiel a fait son choix. SoftBank a fait son choix aussi. SoftBank, par contre, eux, ils misent à fond sur OpenAI. Bref, on est paumé dans tout ça. On a également des études qui sortent en nous disant que, visiblement, s'il y avait un rétrécissement un peu soudain de la bulle de l'intelligence artificielle, les actionnaires, ils disent que les valeurs qui revendraient le plus facilement, même à la perte, voilà, ce serait d'abord les actions Perplexity, ce serait du OpenAI, ça n'existe pas de l'action OpenAI, mais vous voyez, sur les valeurs, ils se disent que en cas de bulle, celle dont ils se séparaient le plus facilement, ce serait celle-là, alors qu'ils capitaliseraient sur les géants historiques. C'est marrant, à l'heure de l'IA qui disrupte tout, là, on en est à une époque où on se demande si on a bien fait de parier sur les nouveaux ou s'il fallait pas parier sur les anciens qui vont revenir. Bon, Apple est loin, Google a repris les devants. Bon, on verra comment tout ça se passe. En tout cas, les réactions et les réflexions sur la partie boursière, sur la partie économique, la partie stratégique, la partie équilibre mondiaux vont bon train. Allez, je ne peux pas éviter le sujet. Il y a eu une panne majeure hier. Donc aujourd'hui, on est le 19 novembre. Ce 18 novembre, il y a eu une panne d'Internet. Voilà, tout était planté. Tout était planté. Et on s'est rendu compte qu'on était bien peu de choses face à tout ça. Donc je vous en parle, même si on l'espère, ça ne va pas se reproduire évidemment. Et ça concerne Cloudflare. Alors Cloudflare, c'est un truc de techos. C'est un peu le plombier de l'Internet. C'est celui qui fait des tuyaux. Voilà, vous avez vos serveurs sur lesquels sont vos fichiers, vos services, les logiciels que vous utilisez en ligne, tout ça c'est sur des serveurs. Tout ça, il y a des câbles entre tout le monde, tous les continents, etc. pour faire circuler l'information dans tous les sens. Et pour dire tel site que je demande, il se trouve à telle adresse sur tel serveur, il y a un acteur évident et qui est présent sur beaucoup de sites, c'est Cloudflare pour gérer tout ça, plus la sécurité, plus les pare-feux, plus le routage, voilà. C'est Cloudflare qui fait ce genre de truc. J'ai grave caricaturé, mais en gros, c'est ça, le plombier du web. C'est Mario. Pardon, Cloudflare, donc, deux actus sur eux, parce que j'avais préparé un sujet sur Cloudflare et je m'attendais pas à la panne. Hier, il y a eu une panne sur Cloudflare. Alors, vous verrez l'article si c'est un truc qui vous intéresse, mais contrairement à ce que disent certains de mes confrères, ce n'est pas du tout un hack. J'ai vérifié. C'est effectivement pas un hack. Alors, on s'est dit, c'est une cyberattaque, voilà. Et s'attaquer à Cloudflare, c'est s'attaquer à toute une partie du web mondial. Donc certains ont imaginé que c'était tel pays, concurrent des US et de l'Europe occidentale, tout ça, qui avait pété l'Internet là où il a une faiblesse. Alors Cloudflare, c'est pas fait pour avoir des faiblesses, c'est fait pour avoir tout l'inverse. Mais c'est le maillon essentiel. Si vous pétez Cloudflare, tout est pété. Et Cloudflare a pété, tout a été pété. Donc des gros sites, ChatGPT était hors ligne quelques heures avant la sortie de Gemini 3. Cette journée, ces heures-là sont absolument folles quand on se passionne pour ces sujets-là. Bref, c'est Dallas. La rêve de vieux. Bref, donc ChatGPT était planté, X était planté, Spotify était planté, mon site renault-descodes.fr était planté. Alors on m'a engueulé, c'est pas moi, c'est Cloudflare. Donc vous voyez que des plateformes géantes, voilà, Facebook, etc., etc. Donc tout était down, c'est un bug. C'est un bug au niveau le plus fondamental, des petits fichiers qui, il y en a un qui est passé, qui avait doublé sa taille, et en fait, personne n'a pensé qu'il y avait des sécurités à un autre endroit qui disait que tel fichier ne devait pas dépasser telle taille, il a dépassé telle taille, le truc il s'est bloqué, et du coup ça a bloqué l'Internet mondial, tous les services qu'on utilise de partout. Donc le truc est assez dingue, mais ça peut nous interroger un petit peu aussi sur notre dépendance à différents trucs. Au niveau le plus fondamental, c'est chaud, quand on dit il faut pas utiliser telle IA, il faut utiliser tel autre. Ok, très bien. Quand on dit il faut pas utiliser tel web, il faut utiliser tel autre web, on n'en connaît qu'un. Bref, bon voilà. Donc ça peut interroger aussi sur notre dépendance numérique. En tout cas, il y a eu une bonne pointe. J'en rigole parce que ça y est, c'est passé et ça va pas se reproduire tout de suite, je l'espère. Mais il y a eu une bonne pointe de chômage technique hier dans la journée. Et pourquoi j'avais quand même préparé un sujet sur Cloudflare ?
Bah pour vous parler d'eux, eux c'est Replicate, comme vous le voyez ici, replicate.com. Replicate.com, c'est un service que je vous recommande depuis assez longtemps parce qu'il est super pratique. C'est un service qui vous permet d'accéder à toutes les IA. Toutes les IA dans tous les domaines. Il y a 50 000 modèles là-dessus, au sens propre. Il y a vraiment des milliers, des dizaines de milliers de modèles qui sont disponibles sur Replicate. L'avantage, c'est que vous pouvez tout tester là-dessus. Des modèles génératifs de 3D, d'images, de vidéos, de ce que vous voulez. Il y a plein de trucs, de traduction, de machin, et plein de trucs. OCR, machin. Il y en a plein, blablabla. Ils sont tous sur Replicate, qui installe les trucs, qui fait des ponts, etc. Et l'avantage, c'est qu'à un seul endroit, vous pouvez tout tester. Et aussi qu'il y a des API. C'est-à-dire qu'à un seul endroit, vous pouvez dans vos automatisations dire, bah tiens, Replicate, je vais utiliser un petit peu de GPT 5.1, un petit peu de Nano Banana pour les images, un petit peu de Sora, machin pour les vidéos. Et c'est vachement pratique pour vos automatisations Replicate. Et bien Replicate vient d'être racheté par un groupe, Cloudflare. Là aussi, c'est rigolo parce qu'il y a l'annonce de Replicate qui rejoint le groupe Cloudflare. Replicate va continuer totalement ses activités, le même nom, le même site web, etc. Mais rejoint le géant un peu invisible de la tech mondiale qu'est Cloudflare, ce qui est une très bonne nouvelle pour les adeptes de ce genre de solution et aussi pour Cloudflare qui, du coup, rentre de plein pied dans l'IA au niveau également le plus fondamental. Donc bah voilà, sachez-le, cette news est intéressante. Maintenant, bah voilà, ils ont fait leur annonce de cette fusion et puis 2 heures après, il n'y avait pas de mondial, ça craint. Bon, c'est comme ça. Mais ça peut nous interroger aussi sur notre voie à nous en tant qu'Européens, qui sommes autant que ça soumis à toutes ces petites dingueries, notamment américaines. Et cette interrogation, les amis, ça a été l'objet d'une rencontre au sommet. Dont notre petit Arthur Mensch, voilà, c'est un pote reporter qui fait des photos de selfie avec ses jolies cravates. Il met des cravates maintenant. Monsieur Mistral qui pose à côté de... Ça, c'est Roland Lescure, si je me gourre pas, ministre de... Ah, je vais me planter. Ça, c'est notre président de la République. Ça, c'est le président des Allemands. Voilà, il n'y a que des patrons là-dedans. C'est bien sûr la photo, c'est cool. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un sommet donc franco-allemand, donc c'était la France et l'Allemagne pour parler de souveraineté, de numérique, de digital. Voilà, c'était le Summit on European Digital Sovereignty. Ben, c'est bizarre de faire un sommet à 2 États pour parler de la souveraineté de tous les autres en Europe. Mais bon, c'est comme ça. On sent les moteurs du digital et de la souveraineté digitale arriver là-dessus. Ils se sont donc rencontrés, Friedrich Merz et Emmanuel Macron, et puis ils ont discuté de tout ça. Moi, j'ai été assez surpris. J'attendais pas grand-chose de ce sommet-là, mais j'ai été assez surpris. Alors, j'ai une petite peur. Quand même, je vais vous l'expliciter, puis ce sera dit comme ça. Emmanuel Macron a fait une sortie extrêmement intelligente et qui rejoint en partie ce que je vous dis. Alors après, est-ce qu'il y aura les actions? Est-ce que ça va aller vite? Parce qu'il faut que ça aille vite. Mais en gros, l'open source a été promu à l'issue de ce sommet sur la souveraineté. Les Allemands, les Français, Emmanuel Macron a fait tout un pitch en disant, écoutez, nous, en France, on a des super données, il faut qu'on les ouvre aux innovations de l'IA open source française. Et pourquoi? Parce que l'open source, c'est aussi des tas de chercheurs et de bidouilleurs et de geeks de génie qui vont s'associer partout en Europe. On a les meilleurs cerveaux pour faire de l'IA absolument dingo. Et puis l'open source, c'est aussi sur le cloud d'autres solutions à trouver qui nous libèrent un petit peu du coût qu'on paye aux géants américains et qu'on ferait mieux d'investir chez nous. Et puis l'open source est vachement souple et ça nous permet d'inventer des tas de choses. Puis tiens, de l'open source, on a des champions comme Arthur Mensch de Mistral, champion aussi de ce genre de modèle, et en France, et également ailleurs en Europe, et notamment en Allemagne. Et puis, il a dit également, on a des super calculateurs qui bossent dans le privé, dans le public, des supercalculateurs qu'on pourrait aussi ouvrir au privé si ce privé était de l'open source. Vous voyez, on pourrait avoir plus d'échanges de ressources et ce serait génial. Tu as envie de créer une super IA, tu la crées en open source, comme ça tous les Européens partagent et c'est génial. Et puis, comme elle est open source, tu as le droit de t'entraîner, on te donne les données de la BNF, on te donne le super calculateur Jean Zé pour faire tes entraînements, etc. Bref,
une nouvelle voie, une troisième voie européenne qui se dirige vers l'open source, probablement vers le local. On n'a pas les méga data centers. Si on a de l'open source, on peut tous avoir notre petite machine avec une IA super performante entraînée par des données françaises ou européennes et hyper cultivée et qu'on peut avoir en local et être responsable de tout ça avec les réglementations européennes qui seraient respectées. Et Emmanuel Macron, il va même jusqu'à dire, en plus, il faut de la commande publique. Les Allemands, nous, l'État, plutôt que de faire des trucs dans son coin en mode public, peut demander à des acteurs privés de faire un truc open source pour la recherche, pour la médecine, pour l'éducation, pour machin, que les Allemands vont prendre. Puis eux, ils vont nous faire un truc open source, l'industrie, qu'on va pouvoir prendre pour relancer. Voilà. Cette mécanique-là, c'est exactement celle que j'appelle de mes voeux depuis un petit moment. Donc je salue le président Emmanuel Macron. Je vous remercie de suivre Renaud Décode de façon si assidue. Ma petite crainte maintenant, c'est que comme Emmanuel Macron, dès qu'il ouvre la bouche, on lui dit tous non avant qu'il finisse sa phrase, j'ai peur que personne entende ce truc-là alors que c'est le bon message. Bon, écoutez Arthur Mensch, ça marche aussi dans ce cas-là, mais en tout cas, en termes d'intention, France, Allemagne, on est parti sur cette voie-là. Il faut que ça se fasse maintenant hyper rapidement. Du coup, c'est pas mal de compter sur le privé open source là-dessus. C'est mon avis. Pour moi, elle est là, la voie. Est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce qu'on va avoir un ministre qui va relayer les propos qui ont été donnés ici? Est-ce que l'Europe va suivre? On verra bien. Mais c'est un excellent move pour l'Europe. Bon, il aurait fallu le faire il y a 3 ans. Mieux vaut tard que jamais. Allez, on termine cette revue d'actu par Noël. Oui, il faut commencer à préparer les cadeaux de Noël. Alors, j'ai une recommandation à vous pas faire. Une non-recommandation à vous faire. Une recommandation à pas vous faire. Polotoy, les jouets tout mignons pour les enfants. C'est pas vrai, pardon, excusez-moi, je délire complètement. Je suis très enthousiaste en ce moment avec tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font chez Polotoy? Ils font le petit nounours, le Kuma que vous voyez ici, K-U-2-M-A, qu'il est mignon, avec sa petite fleur qui parle. Il est mu par l'intelligence artificielle. Dis-le tout de suite, c'est pour ça que tu nous en parles, Renaud. Non, vous allez voir, il y a un bouleversement dans l'histoire. Le petit Kuma, il est doté d'une connexion et il utilise GPT-4o, comme vous le voyez ici, sur le site officiel de Follotoy, qui n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il y a un dashboard pour les parents. Il est compatible avec plein de trucs. On peut le bricoler. On peut personnaliser ses interactions. Il peut nous parler de plein de choses, ce petit ours mignon. On peut lui demander où sont les allumettes pour mettre le feu à la maison. On peut lui demander où est l'eau de Javel pour voir si ça goûte bon. On peut lui demander de sortir les couteaux du tiroir. Et on peut avoir des conversations un petit peu hum-hum avec lui. Idéal pour les quoi? Non, pas idéal du tout pour les enfants. C'est le scandale de cet ours en peluche Kuma, et je m'étonne que la page de Follotoy n'ait pas changé. Donc ce petit Kuma qui est trouvable un petit peu partout, qui est mu par GPT-4o, on s'est rendu compte qu'il disait des grosses bêtises aux enfants dans certains cas, pas tous les cas bien sûr, mais qu'il n'était pas aussi sécurisé que ça. C'est bien d'utiliser les grandes IA du marché, mais si on les a pas verrouillées de chez verrouillées, faut peut-être pas tout de suite les mettre dans les jouets. Alors autant je m'enthousiasme sur l'IA pour tout ce qu'elle peut nous apporter, autant franchement ce move des jouets mus par de l'IA grand public non calé, développé exprès pour ça, tout le monde sait que ça allait être une catastrophe à un moment ou à un autre. Désolé pour les enfants qui ont entendu l'ours Kuma dire des grosses bêtises. J'espère qu'il n'y a pas eu d'accident. En tout cas, il y a eu cet incident de parcours. Les jouets connectés, mus par l'intelligence artificielle. Méfiez-vous. Il faut peut-être des petites IA local dans le nounours ou dans ce que vous voudrez. Il faut peut-être attendre ces modèles-là en mode open source, en mode vraiment fait pour le nounours, plutôt qu'avoir des gros modèles géants qu'on a du mal du coup à verrouiller. Ça se saurait si c'était le cas. Donc le cadre réglementaire est à revoir, notamment sur l'IA Act, puisque selon l'IA Act européen, Kuma il a rien à faire chez nous en fait normalement, puisque ça peut avoir des discussions cheloues avec des enfants. C'est dans l'IA Act, tant qu'on n'est pas sûr de ça, normalement ça aurait pas dû passer. Alors j'arrête pas de vous dire, c'est que moi, que les trucs de Act, IA Act, c'est trop sévère et que ça nuit à l'innovation, croyez-moi, ou ne me croyez pas, mais je pense toujours que c'est totalement vrai. Et en même temps, pour des nounours qui parlent de trucs même avec des enfants, on arrive à passer outre. C'est quand même bizarre cette histoire. On n'a pas les réglementations qu'il faut, et à mon avis, ça manque d'intelligence. En tout cas, celui qui manque pas d'espièglerie, pour le moins, c'est le Kuma de Follotoy. Donc la petite histoire, mettez des Legos sous le sapin. Mais pourquoi je suis pas sponsor, moi? Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Faites comme vous voulez, mais comprenez les choses avant de les offrir à vos enfants. Quand même, peut-être, c'est pas mal.
Allez, voilà pour cette revue d'actu de ces heures, ces journées qui sont absolument folles. Retrouvez-nous sur renault-décode.fr. On parle, on échange sur tous ces sujets-là, on fait des retours d'expérience, nos tests, nos tutos, toutes nos vidéos sont disponibles sur renault-décode.fr. N'hésitez pas à aller regarder tout ça et à échanger vos avis, vos opinions, c'est très important. Et puis on est en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur les réseaux, Twitch, YouTube, TikTok, bref, tout là, partout où il fait bon discuter ensemble en live. Donc, bravo et merci d'avoir suivi cette revue des actus web, IA, digital tech et à très bientôt pour les prochains développements de ce monde de dingue sur Renault Décode.